Comme toujours, c'est une activité fiévreuse qui s'empare de la ville du Mans durant le mois de juin et l'année 1959 n'échappe pas à la règle. La 27e édition des 24 heures promet d'être somptueuse et jusqu'au dernier moment, tous les concurrents se préparent. La course sera la 4e manche du championnat du monde des voitures de sport et pour l'instant, les lauriers ont été partagés. Ferrari s'est imposé aux 12 heures de Sebring, Porsche à la Targa Florio et Aston Martin au Nürburgring. Avant de se retrouver pour la course au mois de juin, les concurrents ont pu bénéficier d'une journée d'essai préliminaire le 26 avril précédent. Une première pour un circuit fait aussi de route nationale qu'il n'est pas facile de fermer en dehors du week-end de course. 19 voitures avaient répondu présent et c'est la Ferrari de Phil Hill qui y a signé le meilleur chrono. Mais la vérité d'avril sera-t-elle celle de juin? Mystère. Voici une première vue des Ferrari qui sont présentes en nombre pour cette édition. A noter qu'il n'y a plus qu'une seule Jaguar, engagée par la fameuse écurie Écosse victorieuse en 1956 et 1957, une Type D qui sera pilotée par Masten Gregory et Innes Ireland. Du coup, on a vraiment le sentiment qu'une ère est en train de s'achever dans la Sarthe. Autre présence anglaise avec Lotus, 6 seront au départ. La réglementation de la FIA en matière de grand tourisme a changé cette année. Et comme l'ACO a suivi le mouvement, ce ne sont pas moins de 10 classes qui seront représentées dans la course. Gros plan sur Olivier Gendebien. Le Belge fera équipe avec Phil Hill, c'est le duo vedette chez Ferrari. Joe Bonnier, lui, est engagé sur Porsche. Quant à Jean Bérat, c'est une star et il signe de nombreux autographes. Il n'est pas le seul. Attention, derrière cette Oscar 750S se profile l'armada des Aston Martin. La marque anglaise est toujours à la recherche de sa première victoire dans la Sarthe et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Elle s'y est engagée dès 1928 et a toujours été présente depuis 1931, finissant 3 fois deuxième et 2 fois troisième. L'année 59 sera-t-elle la bonne? Beaucoup le pensent et même l'espèrent. Mais pour cela, il faudra vaincre une autre armada, celle des Ferrari, qui ne seront pas moins de 11 au départ. Allez, il est temps de se rendre sur le circuit et de voir de plus près encore ces fameuses Ferrari, les officielles étant les dernières versions de la 250 TR. Olivier Gendebien, tenant du titre avec Phil Hill, s'installe dans une voiture 77 kg plus légère que celle de l'année précédente, avec un moteur V12 de 3 litres, développant un peu plus de 300 chevaux et disposant d'une nouvelle boîte de vitesse à 5 rapports. Les autres équipages sont Bera Gurney et Da Silva Ramos Allison. La concurrence est prévenue, Ferrari va tout donner pour aller chercher une 4e victoire dans la Sarthe après celle de 1949, 54 et 58. Les essais officiels ont lieu le mercredi et jeudi précédant la course. En tout, cela fait 9 heures d'essais pour les concurrents. 97 demandes d'engagement avaient été reçues par l'ACO, 60 voitures sont autorisées à prendre part aux essais et 54 pour la course. Le meilleur temps va être réalisé par Dan Gurney sur la Ferrari numéro 12 en 4.033. Mais son coéquipier Jean Bérat n'est pas content.
le team manager de Ferrari, Romolo Tavoni, a imposé à ses voitures une limite au régime moteur pour ménager les blocs. L'ambiance n'est donc pas parfaite au sein de la Scuderia, mais pourtant les concurrents sont loin. Stirling Moss, par exemple, sur l'Aston Martin numéro 4, qu'il partage avec Jack Fairman, ne tourne qu'en 4,18. Il est même devancé par la Jaguar de Masten Gregory. Et nous voici le jour de la course. Comme d'habitude, des milliers de voitures et spectateurs convergent vers le circuit. On s'en sort bien. Le samedi 20 juin, au matin, au réveil, c'est une forte pluie qui tombait sur la ville du Mans et ses environs. Mais petit à petit, la météo s'est arrangée et c'est même une forte chaleur qui règne désormais. Sur le circuit, les préparatifs à la course ont commencé. Le départ sera donné dans 2 heures et l'on sent bien la tension qui monte. Voici Jean Berra, pilote, donc star des années 50. Image émouvante car il se tuera, hélas, en course 6 semaines plus tard sur le circuit de Lavus à Berlin. Il y a de bien curieuses créatures sur cette ligne droite principale. En tout cas, le compte à rebours continue et il n'y a plus qu'1 heure à attendre. Les officiels et personnalités sont présents. Le départ sera donné officiellement par Maurice Herzog, sous-secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Il est maintenant 16 h, le grand moment est arrivé, la 27e édition des 24 heures du Mans est partie. Ce n'est une surprise pour personne, tant il est coutumier du fait. Stirling Moss s'était lancé le premier, il sert de lièvre pour Aston Martin et surtout pour forcer Ferrari à augmenter son rythme. Ça commence d'ailleurs mal pour les rouges, puisque Jean Berra a calé 2 fois au moment du départ, il n'est que 15e à la fin du premier tour. Néanmoins, c'est bien Berra qui va être le héros du début de course. À la fin de la première heure, il est déjà remonté en 3e position et il se situe donc juste derrière Moss, toujours leader, et Phil Hill, 2e sur la Ferrari numéro 14. Au passage, fait rarissime dans l'histoire des 24 heures du Mans, pas un seul abandon n'est à enregistrer dans cette première heure. Seule mésaventure, l'anglais Ted Lund sur MG qui a heurté un chien à Mulsanne. Berra est à l'attaque et il n'est toujours pas d'accord avec les consignes d'équipe de Ferrari pour ménager la mécanique. Il signe le meilleur tour en course et fait parfois rugir son moteur jusqu'à 9500 tours minute. Quand il laisse le volant à son coéquipier Dan Gurney au 30e tour, il est clair que la Ferrari semble à bout de souffle. En tout cas, performance exceptionnelle. Le duo Berra-Gurney est bien en tête de la course en fin d'après-midi. La Ferrari numéro 12 vole littéralement et possède à ce moment-là une quarantaine de secondes d'avance sur Moss Fairman, puis un tour sur Hill, Jean Debien. On trouve ensuite Gregory Irland sur Jaguar et l'équipage Roy Salvadori, Carroll Shelby sur l'Aston Martin numéro 5.
Souci pour la Fraser-Nash Le Mans Coupé numéro 60 et l'équipage d'Ashwood Wilkes. Ils peuvent repartir, mais ils abandonneront à la 5e heure sur accident. Problème également pour la Stanguellini FAC 750 Sport numéro 62 du duo René-Philippe Faure et Georges Guyot. Elle aussi devra renoncer à la 5e heure. C'est plus spectaculaire encore pour l'Aston Martin numéro 7 qui se crache à Maison Blanche. Il s'agit de Brian Naylor et deux autres voitures l'ont percuté, notamment celle de Jim Russell sur la Cooper qu'il partage avec un certain Bruce McLaren. Russell souffre d'ailleurs d'une jambe cassée. La nuit est maintenant tombée. Comme souvent, plusieurs événements d'importance vont survenir et changer la physionomie de la course. Il y a d'abord l'abandon pour deux équipages de premier plan, Moss Fairman et Ireland Gregory. C'est l'autre Aston Martin, celle de Salvadori Shelby, qui récupère la tête avec le duo explosif Bera Gurney en deuxième position. À minuit, il n'y a plus que la moitié du plateau encore en course. Un peu après 2 h du matin survient ce que tout le monde avait prévu, l'abandon du duo Bera Gurney sur casse-moteur. Chez Aston Martin, on perd du temps avec des soucis de vibration, ce qui fait que c'est la Ferrari de Phil Hill qui s'empare de la tête et à 4 h du matin, soit à la mi-course, la rouge possède 2 tours d'avance sur l'Aston Martin. On peut penser que le sort de la course vient de basculer en faveur de Ferrari. La voici donc, cette voiture de tête, la Ferrari numéro 14 de Hill, Jean Debien. À 6 h du matin, il n'y a plus que 23 concurrents en piste et elle devance les deux Aston Martin et 4 Porsche qui font un tir groupé dans le classement. On n'est pas mal placé non plus du côté des Ferrari GT, avec par exemple ici la numéro 18 du duo George Arends et André Pilette, bien installés dans le top 10. Le jour continue de se lever et les spectateurs soit se réveillent, soit reviennent sur le circuit. On s'aperçoit tout de même que se remettre d'une nuit des 24 heures est parfois difficile et que certains sont capables de dormir dans toutes les positions.
nous sommes en plein cœur de la matinée et la situation n'a pas spécialement évolué. En tête, toujours la Ferrari de Jean Debien-Hill et derrière, toujours les deux Aston Martin, celle de Salvadori Shelby, puis celle de Maurice Trintignant et Paul Frère. Ces deux voitures étant engagées sous la bannière du David Brown Racing Department. Les 4 Porsche sont toujours groupés derrière, mais cela ne dure pas. La meilleure d'entre elles, celle de Von Trips et Bonnier, connaît un souci d'embrayage et doit renoncer à la 14e heure. Ce n'est pas tout. Souci de boîte pour la Porsche de Bach et Seidel, puis pour celle de Godin de Beaufort et Heinz. Une véritable hécatombe pour la marque allemande, ce qui fait que ce sont désormais d'autres Ferrari qui sont en embuscade, derrière l'inamovible top 3. Alors que les spectateurs déambulent sous la chaleur et que la vie des 24 heures se poursuit, un coup de théâtre survient dans la course. Olivier Jean Debien s'arrête à son stand vers 11 h du matin avec de gros soucis de surchauffe. La Ferrari était en tête depuis plus de 9 heures et possédait même 3 tours d'avance. On tente bien de réparer, mais le mal est profond. Et juste avant midi, on doit se résoudre à l'abandon chez Ferrari. Un coup de théâtre qui laisse bien évidemment le champ libre aux deux Aston Martin pour réaliser le doublé et pour enfin s'imposer au Mans. Alors presque 14 h 30, l'arrivée n'est plus très loin, on se prépare pour les derniers relais. Voici par exemple l'arrêt de la Ferrari 250 GT California de Fernand Tavano et Bob Grossman, une voiture qui est en 5e position suite aux ennuis rencontrés par les Porsche. Comme on le voit, on est loin alors de la frénésie que l'on peut constater parfois dans les arrêts au stand modernes, où le ballet des mécaniciens est évidemment réglé comme une chorégraphie efficace pour perdre le moins de temps possible. Ici, il convient avant tout d'être bien sûr de toutes les opérations nécessaires, et tant pis si cet arrêt dure un certain temps, l'important est de sauvegarder cette excellente 5e place. En tête, les Aston Martin ont parfaitement joué le jeu. Pas la peine d'aller chercher le record du tour, le principal étant bien sûr de gagner. Rick Parnell, le team manager, ordonne à ses pilotes de largement baisser la cadence. Là où Moss avait tourné en 4,01 en début de course et où l'on se fixait un objectif de 80 au tour, on est maintenant plus proche des 4,50. Ce qui est un mal nécessaire car la voiture de tête souffre parfois d'une alerte au niveau de l'huile. L'arrivée est jugée à 16 h. Et voici l'Aston Martin numéro 6 qui termine 2e avec l'équipage Trintignant Frères. La Stanguellini numéro 55 finit 13e mais sera finalement déclassée. Et voici le grand vainqueur, l'Aston Martin numéro 5 de Carroll Shelby et Roy Salvadori. Ça y est, la marque anglaise a enfin remporté les 24 heures du Mans en ayant bouclé 323 tours, un de plus que la voiture sœur et 27 de plus que la Ferrari qui se classe 3e. À ce moment-là, et alors qu'a lieu la remise des coupes, on savoure bien évidemment ce triomphe. Mais difficile d'imaginer que jamais plus Aston Martin ne gagnera au classement général des 24 heures du Mans.